Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Comme vous le constaterez, il y a des petits problèmes de lumière, mais il n'y a pas que ça comme problème, c'est pour ça que je suis en retard. Aujourd'hui, on va parler de qui se planque derrière OpenAI et de plein d'autres sujets tech. Nous sommes en 2023, nous sommes le lundi 2 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, il y a bien le bon titre sur le stream, je vérifie, parce que j'ai dû tout faire en manuel, parce que en plus j'ai eu un problème de publication. Est-ce que le titre est bon? J'ai l'impression... Bon, on n'est pas sur The Witcher, hein. Est-ce qu'on peut me dire dans l'oreillette si le titre est bon? Ouais, j'ai viré le moins 18 normalement. Samuel, là, qu'est-ce que veut... Ouais, c'est bon le titre. Ok, donc ça déjà, ça va. Pour vous expliquer comme quoi la nouvelle année commence bien, j'étais pas venu au studio cette semaine. Et en fait, il y a eu une grosse inondation ici. Je vous explique pas, mais tout mon parquet, tout le parquet est en montagne. Belle inondation. Donc, il y a une partie du circuit électrique qui manifestement a grillé. Il y avait une panne générale de l'électricité. J'ai remis quelques prises en route. Ça a l'air bon. J'ai mis le matériel au sec. Normalement, ça devrait pas péter. Je n'ai pas les pieds dans l'eau, rassurez-vous. Hein, je ne risque pas d'être électrocuté en direct. Donc, par contre, je risque d'être interrompu. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans le reste de l'immeuble, si c'est en train de couler chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est les petits aléas de la vie parisienne qu'il va falloir que je gère après ce mug. Oui, bah bien sûr, je fais marcher les assurances, enfin tout le bordel, quoi. Tout le bordel. Je n'en sais rien si la fuite est chez moi. J'ai l'impression qu'il y a une remontée. La baignoire était pleine à ras-bord. C'est elle qui a dû déborder. Donc aussi bien, j'en sais rien. Je suis pas plombier. C'est juste, ça a dû arriver dans la semaine. Donc c'est un peu la cata. C'est un peu la cata. Super, super, super. Non, j'ai absolument pas eu le temps de vérifier les robinets et tout. Non, mais la fuite, enfin là, ça a plus l'air de couler. Je suis allé voir quand même les robinets principaux, ça coule pas. Mais c'est relou. Mais les Parisiens connaissent bien les problèmes de plomberie. Ça fait partie du quotidien. L'essentiel, pour l'instant, et je croise les doigts, c'est qu'il n'y ait aucun matériel technique, mais ça c'est bien parce qu'on a mis quand même beaucoup de l'installation électrique en l'air. Ça a pas l'air touché, à part les prises derrière moi. Donc voilà. Voilà, super début d'année. Donc désolé, on n'a pas les jolies lumières derrière. Je suis pas allé voir les prises derrière et aller rebrancher l'ensemble du système électrique sur une prise qui est bonne. Et les prises là-bas ont l'air un peu trop humides. J'étais en train de me dire c'est humide là, mais oui, c'est normal. J'ai mis les bras dans le... Oui, on survivra, il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est le principal. Juste pour avertir qu'il n'est pas impossible... Tiens, il y a cette light qui marche pas d'ailleurs. Attendez. Merde, comment je règle ça? Hop. Je sais pas où on règle ça. Bon, c'est pas grave. On fera avec les moyens du bord. Il y a une light, elle marche, mais elle est déréglée. Il va falloir que je règle ça. Ça s'appelle de la fraude à l'assurance. Je peux te garantir que c'est pas de la fraude, là. Vu l'état du parquet, c'est des montagnes russes, le parquet. C'est des montagnes russes. Le focus a du mal. Ah oui, je suis peut-être pas assez éclairé.
Attendez. J'essaye de voir comment je pourrais régler ça. La light sur le côté, pourquoi elle marche pas? Hop. J'essaie de régler ça et puis on s'y met. Hein. Ah, attendez. Peut-être que je peux régler là l'intensité ou pas. Hop. Non. Plus l'air valide. Bon, bah non. Bah tant pis pour l'autofocus, hein. Je serai un peu flou aujourd'hui. Ok. Allez, on va démarrer. C'est pas des conditions faciles, mais on va rester pro. On va rester pro. On essaye de pas inonder la chatroom avec les problèmes techniques. On va essayer de faire les articles normalement. On va faire le sommaire. On va parler effectivement d'OpenAI, l'entreprise qui est derrière les fameux DALL-E, ChatGPT dont vous entendez parler énormément ces derniers temps. Qui se planque derrière cette entreprise? On parlera également du métavers qui ne décolle pas. Les ventes de casques VR s'effondrent. On parlera également de l'incroyable histoire du tweet de Greta Thunberg qui a fait d'Andrew Tate la risée de Twitter. Si vous n'avez pas suivi, je vous ferai un rattrapage sur cette histoire rocambolesque. On parlera ensuite des nouveautés Apple qu'on attend pour 2023. L'article est long. On en fera la substance, casque VR, Mac Pro, MacBook Air 15 pouces, tout ce que Apple nous réserve pour 2023. Et nous terminerons, ce sera peut-être la tartine, une petite rétrospective des news tech de 2022 afin de faire le tour et de partir bon pied, bon oeil, les pieds dans l'eau vers 2023. Voilà, ça c'était le sommaire. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Et on va commencer effectivement à parler d'OpenAI parce que c'est vrai que ces derniers temps, on entend parler énormément de ChatGPT, de DALL-E, de cette intelligence artificielle. Moi, j'ai tweeté il y a quelques jours, je pense qu'on a affaire avec ChatGPT, DALL-E, etc., à une innovation technologique majeure. Comme je disais, certainement aussi majeure que l'invention de l'énergie atomique. Donc Dieu sait si on va avoir des débats autour de cette innovation. C'est un couteau à double tranchant dont les tranchants n'ont jamais été aussi tranchants, pour paraphraser mon tweet. Mais c'est pas là le débat. Déjà parce qu'il y a énormément de choses qui recouvrent cette problématique d'intelligence artificielle avec du bon, du mauvais, de la perte d'emploi, des avancées formidables, etc. Mais déjà, prenons les problèmes un par un. Qui est derrière tout ça? Et ça, vous le savez peut-être effectivement pas. GPT-3, DALL-E, ChatGPT, derrière tous ces noms qui créent le buzz dans la Silicon Valley, on trouve une entreprise qui s'est imposée comme l'étoile montante de l'intelligence artificielle. Cette entreprise s'appelle OpenAI. Retour sur une trajectoire stratosphérique. Nous pensons que l'IA devrait être une extension de la volonté humaine individuelle et dans les esprits de liberté être distribuée aussi largement et uniformément que possible. On lit aujourd'hui l'acte de naissance d'OpenAI rédigé en 2015. Cela sonne toujours aussi révolutionnaire qu'à l'époque. Dans un billet de blog Tout ce qu'il y a de modeste, OpenAI détaillait sa mission à la fois simple et terriblement complexe. Construire une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire capable de comprendre et apprendre de la même manière qu'un humain ou presque. Il est difficile d'imaginer à quel point une IA de niveau humain pourrait être bénéfique à la société. Et il est tout aussi difficile d'imaginer à quel point elle pourrait nuire à celle-ci si elle est construite ou utilisée incorrectement, prévenait la jeune pousse. La structure était alors pensée en organisme à but non lucratif afin de se libérer des contraintes financières et produire un impact bénéfique à long terme au travers de ses recherches. Donc les fondements d'OpenAI, c'est association à but non lucratif, pas une entreprise,
destinée à faire une IA bénéfique tout en prévenant les problèmes d'une IA maléfique. Voilà, en gros, c'est ça. Derrière ces déclarations mi-rassurantes, mi-terrifiantes, on trouve à l'époque Greg Brockman, ancien ingénieur de la firme financière Stripe, Ilian Sutskever, un spécialiste en apprentissage machine ayant fait ses armes chez Google, et Sam Altman, PDG de l'entreprise de capital risque Y Combinator. Les trois hommes répètent à l'envi vouloir créer une IA amicale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui aurait eu un effet bénéfique plutôt que négatif sur l'humanité. Cette peur de voir la race humaine dépassée par les machines, les auteurs la partagent à l'époque avec un autre ingénieur et homme d'affaires qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit d'Elon Musk. Là, il y en a déjà qui fait « Oh non, on va encore parler d'Elon Musk ». Et justement, Elon Musk s'est retrouvé à financer au début OpenAI, adhérant au besoin de construire une IA amicale. Ça, c'est la fondation, en 2014-2015. Mais Elon Musk n'est pas le seul des noms qu'on connaît, puisque un des fondateurs d'Amazon Web Services, un peu sulfureux, on en avait déjà parlé, Peter Thiel, a aussi accepté d'alimenter les caisses d'OpenAI. Peter Thiel, quelqu'un qui était très proche de l'administration Trump, il y a eu plein d'histoires autour de ça, etc. Il faut dire que derrière le volant, on trouve des cerveaux respectés de la Silicon Valley, issus entre autres de la jadis très populaire entreprise Leapmotion. Souvenez-vous, Leapmotion, ça a été un des grands espoirs qui s'est bien débunké avec des lunettes de VR et tout ça. On n'a jamais vu le bout de ce truc. On y croyait vraiment et ça a jamais donné grand-chose. Quelques années plus tard, en juillet 2019, c'est Microsoft qui mettra la main au portefeuille pour injecter $1 milliard dans OpenAI et s'assurer un accès privilégié aux technologies de la firme. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment les investisseurs. En 2020, l'outil qui fera exploser la popularité d'OpenAI auprès du grand public, GPT-3, le modèle de traitement de langage naturel TLN, le plus complexe produit avec 175 milliards de points de données pris en compte. La quantité de documents digérés par GPT-3 pour améliorer la compréhension et la production de texte est également étourdissant. Pour se faire un ordre d'idée, l'intégralité du Wikipédia anglophone représente 0,6% du volume de données analysées par l'IA. C'est-à-dire l'ensemble du Wikipédia anglais ne représente que 0,6% de la base de données sur laquelle est plugué actuellement GPT-3. On le sait, la base de données s'arrête en 2021. C'est pour ça que pour l'instant, ChatGPT, vous pouvez pas l'exploiter sur des données actuelles. Voilà. Fin de la petite parenthèse technique. En 7 petites années, OpenAI IA est devenue l'entreprise derrière le plus gros succès industriel dans le secteur de l'intelligence artificielle, non sans quelques polémiques. En 2019, le fameux organisme à but non lucratif qui avait été fondé au début s'est mué en une entreprise à but lucratif plafonné. Qu'est-ce que ça veut dire un but lucratif plafonné ? Pour faire face à des besoins financiers importants. Sous ce nouveau statut, l'entreprise s'engage à limiter ses gains à un plafond fixé à 100 fois le montant d'un investissement. Pour vous la faire simple, en gros, pour $1 d'investissement, l'entreprise, qui a un but lucratif plafonné, je savais même pas que ça existait, s'engage à ne pas dépasser un plafond correspondant à 100 fois la mise de départ. Donc, $1, si ça fait du profit de $100, il s'arrête là. Ok. En gros, retenez que c'est devenu une entreprise à but lucratif parce que ça fait un plafond quand même très haut. Un montant généreux qui, selon certains, éloignerait OpenAI de sa mission historique, à savoir de n'avoir des responsabilités fiduciaires qu'envers l'humanité elle-même. La société n'accueille également que 25% de femmes ou personnes non binaires parmi ses employés et 30% parmi son équipe dirigeante. Pas de quoi rassurer au moment où les biais racistes et sexistes font débat. Donc voilà, c'était l'info que je voulais vous apporter ce matin. Qui est derrière OpenAI ? On va pas partir dans les bien fondés de l'intelligence artificielle. De toute façon, j'ai envie de vous dire,
Ça y est, c'est là. On va pas refermer la boîte. En tout cas, ça se fera pas comme ça. On va pas dire, bah non, on arrête tout là. C'est trop dangereux, stop. C'est fait. C'est fait. C'est fait par une entreprise qui a commencé à but non lucratif. Dans ses textes fondateurs, le bienfait de l'humanité, la dangerosité de l'intelligence artificielle était prise en compte, et le but, c'était de faire une intelligence artificielle positive. Néanmoins, des questions se posent. On voit déjà que l'entreprise n'est plus une entreprise, n'est pas un organisme à but non lucratif aujourd'hui, même si manifestement elle a un but lucratif plafonné. Honnêtement, je savais même pas que ça existait. C'est un espèce de truc intermédiaire entre une société et une assoce. Je trouve ça assez bizarre. J'aurais été, moi, personnellement, plus rassuré si ça avait été une fondation type Wikipédia. Proportion des femmes employées dans le secteur du numérique, 17%, ouais. Donc c'est plus que, effectivement. Mais on le sait, tout le problème, bon, c'est encore un autre débat. Je trouve qu'effectivement, cette phrase de fin, c'est presque un autre article. La représentativité... On le sait, les IA ont tendance à reproduire le monde qui nous environne, parce qu'on va l'abreuver de bases de données qu'on utilise et qu'on connaît. Quand c'est surtout des hommes blancs plutôt riches qui font des algorithmes, on l'a vu, c'est pas moi qui le dis, c'est pas une opinion, je suis pas en train de faire du wokisme de bas étage. Juste en train de dire, on le sait maintenant que les IA peuvent avoir des biais. Souvent, ces biais sont représentatifs des gens qui ont développé cette IA, cet algorithme. Donc, c'est un danger. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive à ChatGPT ou à DALL-E, mais c'est un danger. On avait parlé récemment, juste avant notre petite coupure, des problèmes qu'il y avait déjà avec DALL-E et toutes ces intelligences artificielles autour de l'image dans la représentation féminine, qui était ultra sexuée, parce que, bien évidemment, Internet, qui est la base de données dont se sert DALL-E, est rempli de corps de femmes sexuées. J'en profite pour remercier CCR95 pour ton 10e mois d'abonnement, Shoyu63 pour ton 25e mois d'abonnement, Bob du B08 pour ton 16e mois d'abonnement, Swan68net pour ton 14e mois d'abonnement, Polaire75 pour ton 33e mois d'abonnement, et Shoyu aussi, il a dépassé ses 24 mois. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Niarki pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Velight06 pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Fissorem pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Yotaro0 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci à vous, merci beaucoup les contributeurs. Donc voilà, je me tourne un peu vers vous. Oui, la caméra marche, ouf. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, restons effectivement sur, on va dire, qui a... On va pas résoudre aujourd'hui, est-ce que l'IA c'est bien, c'est pas bien, parce que ça va être très compliqué. On va probablement beaucoup reparler d'IA cette année en 2023. Sans connaître les sources utilisées par OpenAI, peut-on lui faire confiance? Modérément. Moi, comme je l'ai dit sur Twitter, j'utilise beaucoup ChatGPT depuis une semaine, un peu plus d'une semaine. ChatGPT va préférer dire des mensonges que de se taire. C'est-à-dire que il n'est pas, dans l'absolu, il n'est pas fiable. Il est bon parce qu'il va synthétiser les données et te permettre de faire un plan. Mais je vous conseille absolument pas de faire un article de journal avec ChatGPT ou d'écrire une vidéo à 100% avec ChatGPT. Ça serait un énorme risque parce que d'abord, Google va détecter que c'est un texte automatique en faisant du reverse engineering, et vous risquez d'avoir des erreurs. Et c'est clair que ChatGPT fait des erreurs.
Merci Volkingzer pour ton Prime 5e mois d'abonnement. Merci, merci. Donc non, aujourd'hui, ChatGPT, quelque part, n'est pas fait pour ça, pour vous dire la vérité. ChatGPT, là, moi, je l'ai résumé en disant c'est un esprit de synthèse du web. C'est un esprit de synthèse. Par exemple, l'article que je suis en train de vous faire, j'ai fait une expérience. Est-ce que je peux vous la montrer J'ai fait une expérience. Je regarde juste s'il n'y a rien de confidentiel. A priori, non. Regardez. ChatGPT, je lui ai demandé de résumer en 15 points l'article. J'ai fait un copier-coller de l'article que je viens de vous faire et j'ai demandé à ChatGPT de me le résumer en 15 points. Voilà ce qu'il m'a produit. Alors, j'ai lu ces 15 points, ça m'a pas... Enfin, c'est bien, il a organisé, il a structuré l'article pour le rendre plus digeste, mais par exemple, il n'a pas vraiment traité la conclusion. Il n'a pas vraiment donné d'opinion, en fait. Vous comprenez à quoi ça sert ? Mais vous voyez déjà quand même la puissance, c'est qu'en français, je lui ai demandé « Résume cet article en 15 points ». On voit ici mon prompt. « Résume cet article en 15 points ». Et il me l'a résumé en 15 points. C'est ça qui est fort. Donc, il faut pas attendre de... En fait, c'est là où on a des croyances et des peurs ancestrales par rapport à l'intelligence artificielle parce qu'il y a le mot intelligence dedans. Ça reste assez neuneux, mais c'est un neuneux brillant. C'est-à-dire que là, si j'avais voulu résumer l'article en 15 points, il m'a économisé 1h30 de boulot, de synthèse. Mais après, à moi de prendre cette synthèse et de voir s'il manque rien, de rajouter des choses. Donc, il n'est pas là pour me donner une opinion sur l'article ou me dire est-ce que c'est bien ce qu'ils disent ou c'est pas bien et dégager une opinion. Ça reste mon boulot. Et je le dis parce que je vois beaucoup qui sont en train de faire l'erreur et je pense que certains vont s'en mordre les doigts. Ne croyez pas que ça soit une bonne idée de faire un copier-coller de ce que vous donne ChatGPT et de le mettre dans un article de journal. Aujourd'hui, Google est tout à fait apte, parce que c'est une intelligence artificielle, c'est un algorithme qui a donné ce texte. Il est relativement facile de faire du reverse engineering et de détecter en pourcentage. Je suis sûr que si je mets ça avec un détecteur de bots, je vais avoir un pourcentage, de 85% de chances que ceci est écrit par une IA. Et il faut savoir que les algorithmes de Google vont du coup pénaliser votre article. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent comme ça monter un journal à eux tout seuls, rien qu'avec des articles de ChatGPT, méfiance. Parce que vous risquez de vous faire gravement pénaliser par l'algorithme de Google, quoi. Alors, si je lui avais demandé que penses-tu de cette... Alors, je vais essayer, à mon avis, que penses-tu de cet article ? Est-ce qu'il va... Alors, comme je l'ai fait ce matin, est-ce qu'il va comprendre ? Non, il faudrait que je recolle l'article. Mais je suis sûr que si je lui demande que penses-tu de cet article, je ne vais pas refaire toute la manip, il ne me donnera pas vraiment une opinion, en fait. Ou alors elle sera très plan-plan. J'ai vu une vidéo TikTok hier, le gars fait 2 reverse et ça passe au détecteur. Oui, non mais il faut quand même le retravailler le texte. Bon, on risque de passer la matinée à ChatGPT, il y a énormément de choses à dire. Moi, je vous propose qu'on passe quand même à l'article suivant. De toute façon, 2023, ça va vous saouler autant que les NFT et la crypto en 2022. L'intelligence artificielle, on va
On va en reparler énormément. Ce dont on risque de parler, mais plutôt parce que ça marche pas très bien, c'est effectivement le métavers. Le métavers qui ne décolle pas. Les ventes de casques VR s'effondrent. Le métavers a du mal à prendre son envol. Malgré le budget gargantuesque débloqué par Meta, les internautes boudent Horizon World, le monde en ligne accessible par le biais d'un casque de réalité virtuelle. Aux dernières nouvelles, le métavers de Meta ne cumule que 200 000 utilisateurs actifs mensuels, loin de ses objectifs initiaux. Même les employés de Meta ne sont pas convaincus par la grande obsession de leur PDG Mark Zuckerberg. On l'avait déjà traité ça. Mais ça se confirme dans le hardware, puisque les ventes de casques et de visières de réalité virtuelle et augmentées en 2022 confirment effectivement l'indifférence du grand public pour les métavers. Les ventes de casques VR ont baissé de 12% dans le monde entre 2021 et 2022. Seuls 9,6 millions d'accessoires se sont écoulés cette année. L'an dernier, le secteur des casques VR avait fortement gagné en popularité selon IDC. 11,2 millions d'exemplaires ont été expédiés dans le monde, en hausse de 92,1% d'une année sur l'autre par rapport à 2020. Donc il y a eu un vrai décollage en 2021, un intérêt pour le mais qui ne se confirme absolument pas en 2022. Le casque de réalité virtuelle, c'est un fait, reste effectivement un produit de niche. Sorti en 2020, le casque Quest 2 de Meta reste l'appareil le plus vendu du marché. Malheureusement, la hausse des prix de l'accessoire a considérablement ralenti les ventes. Cet été, le prix de départ du casque est passé de 349 € à 449 €. Encore plus haut de gamme, le Quest Pro s'adresse surtout aux entreprises et aux professionnels. Proposé à 1 799 €, il n'ambitionne pas d'accélérer l'adoption de la réalité mixte. Dans son rapport annuel, CCC InDesign ne se montre pas beaucoup plus optimiste pour l'année prochaine. Les analystes tablent sur 11,4 millions de casques de réalité mixte vendus en 2023 dans le monde, à peine davantage qu'en 2021. Les ventes devraient commencer à grimper à partir de 2024. Le cabinet s'attend à ce que le taux d'équipement triple entre 2024 et 2026. Plusieurs événements devraient doper l'intérêt des consommateurs dans les années à venir. Citons d'abord l'arrivée presque messianique d'Apple sur le marché. Dès 2023, Apple devrait commercialiser son premier casque de réalité mixte et lancer son propre métavers. Dans un second temps, l'arrivée de lentilles de réalité augmentée devrait contribuer à une plus grande adoption par le grand public. Dès 2025, une portion conséquente des appareils vendus seront des lunettes AR, note le rapport. Le nombre de lunettes en circulation devrait doubler dès l'année suivante. Dès 2026, Apple devrait aussi se lancer sur le marché des lunettes pour la réalité augmentée avec le très attendu projet Apple Glass. Là encore, l'entrée en scène d'Apple devrait offrir un nouvel élan au secteur. Si ça marche. Ça, on va le dire si ça marche. Alors déjà, détricoter deux choses. Il y a la VR, il y a l'AR. C'est quand même, malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire, deux choses extrêmement différentes, pour moi. Même s'il y a un ensemble, s'il y a certaines fonctionnalités, un chevauchement entre la VR et l'AR, ça reste quand même deux technologies très différentes. L'AR va vous afficher des informations concernant votre environnement réel, donc c'est de la réalité augmentée, AR. La VR, c'est de la réalité virtuelle. Elle vous plonge dans un monde qui n'est pas palpable devant vos yeux, qui n'est pas tangible. Donc une réalité... J'ai pas envie de dire que c'est pas une réalité, mais vous plongez dans une réalité alternative avec la VR. Donc c'est déjà deux technologies très différentes et que les journalistes ont tendance un peu à mélanger. Moi, j'ai tendance à penser... Alors, j'ai acheté un Quest 2 cette année. Je l'utilise un peu. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'application qui font que j'ai envie de mettre mon casque VR tous les jours.
Je sais pas vous, hein, ceux qui ont des casques VR, mais aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il y ait d'application qui fasse qu'on se sente obligé de mettre son casque VR tous les jours. Il y a rien qui me fait faire ça. L'AR, j'y vois plus de potentiel, pas sur des trucs énormes, mais par exemple pour me diriger dans la rue, si je pouvais avoir mes informations sur les directions à prendre qui s'affichent dans mes lunettes et non pas sur ma watch, ça m'intéresserait. D'avoir peut-être des informations complémentaires à ce que je suis en train de faire dans mes lunettes, recettes de cuisine, prompteur, hein, pour présenter des émissions, pourquoi pas. Ça doit faire 1 an que t'as pas sorti ton Rift. Ouais, non, mais il y a eu quand même un engouement, on va dire, des technophiles pour la VR qui est vraiment retombé. Il n'y a pas eu de jeux vidéo qui nous font dire je dois absolument jouer avec un casque de VR. À part peut-être Star Citizen. Si j'étais à fond dans Star Citizen, là, je vois vraiment l'intérêt, ou dans des simulateurs de vol, parce que c'est vrai que d'avoir les mouvements de sa tête reproduits dans le jeu pour pouvoir regarder à droite, à gauche, dans ce type de jeu, justifierait de porter une visière. Mais déjà dans un FPS, je me vois pas jouer des longues sessions de plusieurs heures avec une visière juste pour pouvoir tourner la tête, quoi. Je me vois pas. Hard Disk est à fond dans la VR, apparemment. Il y a des trucs intéressants, hein. Aujourd'hui, je dois les mettre 2-3 fois par semaine. J'expérimente des choses. Il y a des trucs qui marchent plutôt pas mal. J'ai joué un peu à Skyrim en VR. J'ai regardé des vidéos à 360. Il y a le porn, hein. On le dit. J'ai exploré Horizon, là, machin, truc... c'est vide, c'est chiant. À la limite, vraiment, il faudrait que je vois si je me mets... Le problème qu'il y a aujourd'hui, je trouve, avec la Quest 2, c'est que les caméras que vous avez là ne permettent pas une réalité mixte avec une expérience intéressante. En gros... c'est assez bien foutu. Quand je mets ma tête en arrière, la VR disparaît et je vois la pièce où je suis à travers les caméras, mais les caméras sont en noir et blanc et avec une très basse définition. Pourquoi je dis ça marcherait pas ? Le problème que j'ai de jouer à un jeu vidéo, je vois pas tellement comment je pourrais contrôler mon vaisseau, par exemple dans Star Citizen. Si j'ai des paddles à contrôler, à moins qu'ils apparaissent dans mon jeu et que je vois très précisément la position de mes mains. Mais sinon, vous êtes vraiment aveugle avec une visière. Donc, par exemple, jouer clavier-souris, ça sera pas possible. Donc, il faut absolument jouer avec les manettes qui reproduisent vos mains. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, faut voir. Peut-être sur un simulateur. Oui, il y a Second Life et tout, mais même Skyrim, Second Life, Alix, c'est ça ? J'arrive pas à jouer plus d'une demi-heure. C'est fatigant. C'est assez fatigant, en fait. Clavier souris possible, on n'a pas besoin de regarder ses mains. Oui, ça dépend le nombre de raccourcis clavier que tu as quand même. Dans des simulateurs, quand il faut aller chercher ta petite touche à l'autre bout du clavier, le K pour déclencher un truc, moi j'ai pas la mémoire des gestes qui me permet de me repérer à 100% sur mon clavier sans regarder, quoi. C'est comme la 3D au ciné, tout le monde a dit que ça serait une révolution, mais ça reste niche. Alors, je suis d'accord avec toi, sauf en ayant vu Avatar 2. Avatar 2, je trouve que la 3D au cinéma apporte vraiment quelque chose au film. C'est un des premiers films où je dis, ouais, la 3D, c'est vraiment bien. J'ai pas envie de le voir en 2D. Donc, je serais pas aussi impératif à dire que la 3D est un échec complet. C'est juste qu'il y a pas les films... Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de films qui contribuent, en fait.
Et c'est pareil, le jeu vidéo, vous avez le facteur fatigue quand même d'avoir une visière qui, même si ça s'est beaucoup allégé, il y a quand même une visière qui a aussi une batterie qui est pas non plus. Je me vois pas. Regardez, hier on a joué sur Twitch, on a joué 4 heures à The Witcher. Si j'avais joué avec une visière sur les yeux, j'aurais pas tenu 4 heures en fait. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeu qui ferait que je serais prêt à être en sueur avec ma visière, à tenir 4 heures avec mon estomac au bord des lèvres tellement j'ai la gerbe, mais à me dire « Ah, j'ai envie de continuer à jouer, quoi ». Donc c'est un peu le même problème. En fait, ce qui manque à la VR en jeu vidéo aujourd'hui, c'est un Avatar 2 du jeu vidéo. Vraiment, un vrai jeu vraiment construit pour l'expérience VR, il y en a, mais qui sont un blockbuster. Mais le problème, c'est que le taux d'adoption des visières VR fait que c'est impossible aujourd'hui de développer un blockbuster. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faudrait qu'il y ait un... Je reprends toujours cet exemple qui date de la préhistoire de l'informatique, mais Wing Commander avait fait acheter à tout le monde une carte graphique à l'époque. Avant, on avait des PC, on n'avait pas forcément des cartes graphiques. On commençait à acheter des cartes graphiques, mais il n'y avait pas vraiment de jeu qui exploitait les cartes graphiques. Wing Commander est sorti. Le jeu était tellement bien, tellement révolutionnaire. Moi, je me souviens de l'avoir vu chez un pote, mais il m'a dit tu pourras pas le lancer si tu n'achètes pas une carte graphique. Bah, je suis allé acheter une carte graphique. Donc aujourd'hui, oui, Alix, c'est énorme, Half-Life, mais pareil, j'arrive pas à rester j'arrive pas à jouer plus d'une heure, moi, pour l'instant. J'arrive pas à jouer, ça me fatigue en fait. Ça fatigue un peu la VR. Alors, est-ce que c'est des problèmes de résolution? Est-ce que c'est des problèmes? On ne sait pas encore s'il faut vraiment jouer debout, s'il faut jouer assis. Il y a, il y a, il n'y a pas encore toute la grammaire de la VR en fait. Donc c'est incroyable, c'est une expérience incroyable, je suis d'accord avec vous. Mais honnêtement, bah, dites-le moi, les rares d'entre vous qui ont joué à Half-Life Alyx en VR, d'abord, est-ce que vous l'avez fini? Est-ce que vous y jouez régulièrement? Est-ce que vous y avez joué, allez, plus de 20 heures? Soyez honnête dans votre réponse. Soyez honnête, est-ce que vous l'avez fini? Est-ce que vous avez joué autant qu'un jeu triple A? Ouais, pas joué plus de 20 heures, ouais. Je développe des jeux en VR, j'y crois, mais la techno manque encore de raffinage et les jeux n'ont pas encore tout compris. Oui, moi je sais, pour avoir testé un certain nombre de jeux, euh, on n'est pas encore sûr de l'interface de demain. Est-ce que ça va être les mains toutes seules ou est-ce qu'il faut absolument ces paddles qui apportent plus de précision que les mains? Enfin, tous les débats ne sont pas encore résolus en fait. John Guy, je suis d'accord avec toi, mais le saut en parachute est une analogie assez intéressante. Saut en parachute est une expérience incroyable, mais tout le monde n'en fait pas. Ce n'est jamais devenu mainstream le saut en parachute. Là, je suis d'accord. La VR va-t-elle devenir le saut en parachute du jeu vidéo? Ou est-ce qu'un jour ça deviendra mainstream, quoi? Que ça se popularisera comme un autre sport, genre, je sais pas, le tennis. Je suis d'accord, Tariak. Le problème, c'est le déplacement du personnage hein, aussi dans les jeux VR. Alors, est-ce qu'on va courir sur des tapis? Non. Parce que moi, pareil, je reprends The Witcher 3. Si je devais me balader autant que The Witcher dans le jeu, laisse tomber, je le fais pas en VR. Ce qui est hors de question que je cours tous les kilomètres qu'il fait dans le jeu. Hein.
En fait, c'est tout le problème. Le jeu vidéo, on adore parce que ça nous permet d'être des surhumains. À partir du moment où on va devoir se battre avec une épée, le bras tendu, c'est hyper fatigant. Et moi, je le vois dans Skyrim. T'es là à faire des moulinets avec ton épée. Alors d'abord, t'as l'air d'un con. Marion, elle se fout de ma gueule. J'ai dû fermer les rideaux pour qu'elle arrête de me regarder en train de jouer à ça. Et puis c'est fatigant au bout d'un moment de donner tes petits coups de hache comme ça en l'air, quoi. C'est fatigant. Non, j'ai pas testé le mode VR d'Elden Ring, ouais. Donc, c'est une expérience rigolote, mais ça va pas au-delà. Les roulades dans le salon en jouant à Elden Ring, ouais, c'est clair. Moi, je compare ça à la moto. Tu en sors lorsqu'il fait beau. Tout le monde n'en a pas, mais aimerait en avoir. Ouais, moi non. Moto, ça me fait pas triper. Mais pourquoi tu donnes des coups de hache en l'air? Non, mais j'affronte des monstres hein, dans Skyrim VR. Ça risque d'être exactement le même problème qu'on a eu avec les... Merde, comment ça s'appelait les trucs là où on jouait au bowling, au tennis, ça nous a fait rigoler une année. Aidez-moi. Nintendo. Les Wii, voilà, la Wii. La Wii, c'était crevant. On se faisait des tendinites. On lâchait la manette dans la télé, on pétait la télé. La Wii, aujourd'hui, tout le monde l'a laissé au placard. Alors que ça a été effectivement je me souviens de l'année où tu pouvais pas aller prendre un verre chez un pote sans devoir te coltiner une partie de bowling ou de tennis avec sa Wii à la con. On ressortait de là transpirant. C'était chiant. C'était incroyable, je suis d'accord, l'expérience était super cool. Mais qui joue encore à la Wii? Qui joue encore à la Wii? C'est ça que je demande. Toi, bon. Mais la plupart des gens, ils ont mis la Wii au placard. Hein. La Wii a 20 ans. Oh putain, ça met un coup de vieux. Hein. Moi et mon daron, une fois par an. Ça a 20 ans la Wii, t'es sûr? Ça me paraît beaucoup 20 ans. Non, ça n'a pas 20 ans. À 15 ans. D'accord. Oui, non, mais on l'a mis au placard relativement vite, c'est ça que je veux dire. Hein. Elle est sortie en 2006. Oui, il y a la Switch. Vous faites beaucoup de... Avec la Switch. Beaucoup de maracas avec la Switch. Bref, bon, je vais pas de maths. Putain, il est 8h52 avec les problèmes techniques que j'ai eu en plus. Compliqué. On va passer à l'article suivant. Je vais vous raconter. Alors, j'aimerais, avant de passer à l'article suivant, remercier Stingy62 pour son 15e mois d'abonnement, Bardamu 1985 pour ton 4e mois d'abonnement, T'es curieux pour ton 18e mois d'abonnement, Maison Harkonnen pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Valric également. Oh merde, j'ai perdu le listing. Valric 31 pour ton 16e mois d'abonnement. Pulse pour ton 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. On passe à l'article suivant. C'est l'histoire incroyable. Si vous n'aviez pas suivi, c'est un article de Numérama. L'incroyable histoire du tweet de Greta Thunberg qui a fait d'Andrew Tate la risée de Twitter. Ça s'est passé la semaine dernière. Je vais le résumer pour ceux qui n'ont pas suivi. L'ex-champion de kickboxing et masculiniste Andrew Tate, connu pour ses discours de haine et sa violence contre les femmes, a été arrêté en Roumanie le 28 décembre pour trafic d'êtres humains. On comprend que le mec est pas Jojo.
Voilà ce qui conclut à une séquence qui n'aura duré que 24 heures sur Twitter. Tout a commencé lorsqu'il a interpellé une énième fois la célèbre militante écologiste Greta Thunberg le 27 décembre. Il se vante dans son tweet d'avoir 33 voitures au moteur très polluant et il affirme alors que ce n'est que le début. Et il ajoute, s'adressant à Greta Thunberg, « Merci de me communiquer ton adresse email pour que je puisse t'envoyer la liste complète de ma collection de voitures et les énormes émissions de CO2 de chacune d'entre elles. » Ok, ça c'était son tweet. La réponse de Greta Thunberg ne s'est pas fait attendre et celle-ci fut cinglante. Elle a écrit en français « Oui, merci de m'éclairer. Envoie-moi un mail à énergiedepetitpénis@trouve-toi-une-vie.com. Son tweet, donc réponse bien, elle l'a bien taclé, on va dire. Hein. Il s'est fait ratio. Ce qu'on appelle un ratio, un joli ratio, puisque effectivement, le tweet de Greta a rapidement atteint les 2 millions de j'aime. Plus de 3 millions à ce jour, surclassant sans conteste celui d'Andrew Tate. Donc, Andrew Tate a voulu provoquer Greta en se disant « Ah, je vais lui clouer le bec à cette sale petite woke écologiste. » Il s'est bien fait clouer le bec en retour. Mais ça s'est pas arrêté là. L'ex-champion de kickboxing, donc vexé, a relancé Greta Thunberg. Mais cette fois, il a fait une vidéo où il apparaît en peignoir, un cigare à la main. Et dans cette vidéo, il provoque toujours Greta Thunberg en disant « Oh là là, elle est complètement manipulée, wokisme, tout le tralala d'habitude. » Dans cette vidéo, donc, il est en peignoir, il a un cigare à la main et il mange de la pizza. Et on voit des boîtes à pizza. D'après plusieurs observateurs, il semblerait que la marque sur les boîtes à pizza où il s'est fait livrer confirmait sa présence en Roumanie, permettant aux autorités de localiser Andrew Tate. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. Attendez la fin de l'article. Quelques heures plus tard, à peine, un raid de police a conduit à son arrestation dans sa résidence à Bucarest, où il sort menotté. La raison... Andrew Tate n'est pas un simple troll, il fait l'objet d'une enquête pour trafic d'êtres humains et viol en bande organisée. Plus précisément, il serait à l'origine du recrutement et de l'exploitation de femmes pour la création forcée de contenus pornographiques faisant usage de violences physiques et de pression psychologique. Un mandat d'arrestation a été mis à son encontre pour ce chef d'accusation depuis plusieurs mois. Il n'est toutefois pas dit que ça soit les boîtes à pizza qui ait permis l'arrestation d'Andrew Tate. Là, Internet a réagi un petit peu vite en disant « Oh là là, il a fait une vidéo où on voit la marque de livreur de boîte à pizza confirmant qu'il est en Roumanie, ce qui a permis aux autorités roumaines de l'arrêter. » En fait, les autorités roumaines disaient « On savait qu'il était en Roumanie avant. » Le procureur en charge de l'affaire, Bola Ramona, a déclaré auprès de Libération avoir exécuté un mandat de perquisition hier, mais la décision avait été prise avant son message avec les boîtes à pizza, puis elle a été autorisée par un juge. Cette affaire permet cependant de rappeler la puissance potentielle du renseignement d'origine source ouverte, qu'on appelle l'OSINT, ou OSINT. Une photo ou une vidéo en apparence banale peut être une mine d'or en information. Le contenu du média, mais aussi les métadonnées, comme l'exif pour une photographe, donnent de très précieuses indications. Et ça, on a eu des histoires célèbres et dramatiques de photos. Moi, je me souviens, et ça m'avait marqué, une influenceuse japonaise qui avait pris une photo d'elle à une station de métro. Et un malade mental, meurtrier, avait analysé la ligne de toit derrière elle pour retrouver la station. On avait conclu avec d'autres photos la position de son appartement et je crois me souvenir, il l'avait assassiné du coup. Et que effectivement, de prendre... Nous, on est obligé d'y réfléchir. Même nous, je sais que Guillaume, et il a raison, m'interdit de prendre des photos quand je suis chez moi où on voit à travers mes fenêtres. Parce qu'on peut faire une recherche à partir d'une ligne de toit.
Donc, en tout cas, voilà, c'est pas les boîtes de pizza qui l'ont fait arrêter. Ça a peut-être permis juste de confirmer qu'il était à ce moment-là, effectivement, chez lui. Mais les autorités roumaines avaient pris la décision quand même avant de lancer le... Ouais, mais je trouve que Samuel Etienne, et je lui ai dit, hein, Samuel Etienne devrait faire plus attention. Et moi, vous le savez bien, de toute façon, même si... Et j'interdis qui que ce soit dans le chat de dire ce que beaucoup de gens connaissent. Vous savez qu'un de nos studios est à côté d'un endroit relativement connu, mais c'est pas la peine de le dire. Mais par contre, mon nouveau chez moi, c'est quelque chose que, voilà, je maintiens secret. Tout ça pour dire, dans les images, il y a énormément d'informations. Non, honnêtement, le principal risque aujourd'hui, c'est pas le fisc, ça à la limite, ça c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, sur Internet, c'est un problème d'anonymat qu'on voit de manière flagrante avec les influenceurs qui ont des grosses communautés. Allez voir la vidéo de Mastu, les problèmes qu'il a. Parlez-en avec Antoine Daniel, etc. Le harcèlement. C'est quand même des gros problèmes, quoi. Oui, c'est pour ça, bah, je le sais, c'est pour ça que mon nouvel appartement, dans la limite du possible, j'essaye effectivement d'être discret dessus, quoi. Tu chercheras qui est Mastu, voilà, et tu verras sa dernière vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, il faut faire attention à ce qu'on tweet. Moi, je vous l'avais déjà dit, j'évite maintenant, quand je vais dans un endroit, de le poster sur Instagram au moment où j'y suis. Moi, je risque pas grand-chose. J'ai pas des hordes de groupies ou quoi que ce soit. Mais quand même, il faut que je fasse attention. J'ai déjà eu, pour rien vous cacher, j'ai déjà eu 3 fois des gens qui ont menacé de venir me péter la gueule. Voilà. On a des ennemis, hein, comme tout le monde. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une énorme quantité d'une communauté énorme pour avoir des problèmes. Moi, j'ai eu des gens qui ont vraiment insisté pour essayer de boire un verre avec moi. C'était un peu chelou. Donc oui, j'ai pas des hordes de gamins parce que nous on n'a pas effectivement une population très jeune au collège ou plus petit qui nous harcèlent, mais on a, comme dans n'importe quelle population humaine, des gens qui sont plus ou moins équilibrés. Et c'est normal. Aucun respect les gamins. Les parents non plus, hein. Et je peux vous dire, moi j'ai le souvenir quand même de gens, on va dire d'un âge certain, c'est-à-dire le mien, me bloquant au salon de la photo. Je leur dis, je dois aller aux toilettes, messieurs, je reviens vous parler. Ah oui, mais nous, on a notre train. Bah, je lui ai dit, monsieur, je vais vous faire pipi dessus. Hein. Vous êtes prévenus. Non, mais voilà, arrêtons de dire que les gamins manquent de respect. Je peux vous dire que les vieux manquent de respect aussi. Hein. Donc, voilà, ça vous paraît fou ces histoires, mais elles sont vraies, hein. Elles sont vraies. Bref, cette histoire est quand même complètement folle. Et comme quoi, avant de vous en prendre à quelqu'un sur Twitter, ayez le sens de la répartie. Parce que là, il s'est bien fait ratio. Et c'est bien fait pour sa gueule, en doute-tête. Alors, je sais, laissons la justice faire son travail. Mais quand même, ce mec, je le connaissais pas avant. Hein.
Quand même, ce mec a l'air d'être une sacrée raclure de bidet. Voilà. Tout à fait, tout à fait. J'accélère un petit peu. Je pense que je vais pas faire le dernier article parce que j'aurai pas le temps, mais on va parler un petit peu de tout ce que Apple nous réserve en 2023. Effectivement, Apple a quand même fait pas moins de 16 nouveaux produits en 2022. C'est pas mal quand même. 16 nouveaux produits lancés au cours de l'année 2022. Vous pouvez compter sur les doigts, ça fait plus d'une nouveauté par mois. Donc les gens qui disent Apple, ils font jamais rien de neuf. C'est peut-être des itérations de ce qu'ils avaient déjà fait, mais il y a eu quand même 16 produits nouveaux chez Apple. Qu'est-ce qu'ils pourraient lancer en 2023 ? Alors, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Le Reality Pro, le premier casque de MR d'Apple, de réalité mixte. Apple ne se lance pas sur un nouveau marché chargé d'autant d'attentes tous les 4 matins. Le Reality Pro, ça pourrait être son nom, sauf si Apple en décide autrement. Au dernier moment, pour être lancé à l'occasion d'un événement en janvier 2023. Ce mois-ci, on verra bien. J'ai des doutes, mais bon, on verra bien. Il pourrait être disponible pour les développeurs 2 à 4 semaines plus tard et n'être ouvert à la commande qu'au fil du deuxième trimestre 2023 pour le grand public. On devrait avoir droit à un nouvel OS qui pourrait s'appeler XR-OS puisqu'il ferait tourner des applications de réalité virtuelle et augmentée. Cela vous laissera aussi le temps d'économiser parce qu'il est déjà supputé cette visière de réalité mixte coûterait entre 1000 et 3000 $. On dit même entre 2000 et 2500 $. Ça fait cher. Hein. Et à mon avis, ça sera son prix. Parce que Apple ne veut pas en faire un produit grand public dès le départ. Ils veulent pas le réserver non plus aux développeurs. Mais ils veulent pas en faire un produit grand public dès le départ, je pense. Ils veulent en faire un produit pro et pour que les gens développent. La visière que Apple lancera à 800 €, ça viendra bien plus tard. Sachant que bon, on peut dire 2500 $ pour un simple Quest 2, non, ça affichera a priori du lourd. Voir s'ils ont résolu les problèmes technologiques, il embarquerait 1 ou 2 puces M2. Il y a eu des problèmes de chauffe qui ont retardé. Je pense qu'il y a des problèmes d'autonomie aussi, puisque ça serait une visière autonome, donc non pas reliée à un ordinateur. Donc toute la puissance de calcul pour afficher de l'image qu'on annonce comme 8K dans les yeux se passerait dans cette simple visière, si cette forme est là, non reliée. La batterie, on la met où ? Dans ton cul, j'ai envie de dire, ou pas. Ce prototype me semble pas faisable avec les technologies d'aujourd'hui. Ou alors, ça a 30 minutes d'autonomie, le truc. Ça a 30 minutes d'autonomie. Donc, ça, je sais pas. Je sais pas si Apple est prêt. On verra. Qu'est-ce qui pourrait arriver aussi ? Un Mac Pro, un monstre de puissance qui se fait attendre. Effectivement, la grande râpe à fromage. Tous ceux qui l'avaient acheté en Intel pleurent aujourd'hui. J'en parlais avec Steven il n'y a pas si longtemps. Il me dit, quand je pense le fric que j'ai dépensé dans cette râpe à fromage et que maintenant c'est battu par des M1, alors pas sur tous les calculs, mais quand même. Donc est-ce que Apple va enfin annoncer sa grande râpe à fromage avec des M2, des M2 Pro ? On parle effectivement d'un SoC embarqué M2 Ultra qui devrait remplacer les Xeon à 28 cœurs. Selon les informations de Mark Gurtman, le M2 Ultra justement embarquera 20 cœurs CPU jusqu'à 64 cœurs GPU et pourra gérer entre 64 et 128 gigas de mémoire. Alors, sur le papier, c'est moins que ce que pouvait le Mac Pro Intel actuel, peut gérer jusqu'à 1,5 Tera de mémoire vive, mais on sait que les M2 utilisent la mémoire vive de manière beaucoup plus optimisée, donc c'est pas vraiment comparable. Ça pourrait être une bête énorme avec un prix énorme. Est-ce que le Mac Mini va être revu ? Ils ont mis un M1 dedans. Est-ce qu'on va avoir un Mac Mini avec un M2 ? Peut-être.
Sachant qu'il y a encore un modèle Intel qui est vendu, donc ça pourrait avoir un effet de gamme. L'iMac, est-ce qu'ils vont mettre un M2 dans l'iMac de base? Ça serait pas mal. On a déjà l'iMac avec le M1, il est très bien. Est-ce que le fameux, l'Arlésienne, un iMac Pro va revenir à la vie avec du M2 Ultra dedans? Ce qu'aimerait que pas mal de studios, et nous les premiers, hein, j'avoue qu'on serait pas mal intéressés. Parce que on n'aura jamais les sous pour s'acheter une grille à fromage, nous. Par contre, un iMac Pro, why not? À voir. MacBook Air, alors qu'ils ont sorti celui-ci hein, que j'ai ici, le MacBook Air M2, est-ce qu'ils en sortiraient un autre de 15,5 pouces? Pourquoi pas? Avec un écran qui devrait être Liquid Retina et donc pas rétro-éclairé par des mini LED, ce qui est réservé au MacBook Pro pour l'instant. Pourquoi pas? Je pense que c'est vraiment intéressant, les MacBook Air, quand il y a des M1 dedans. À voir si nous sortirons ça. Est-ce qu'il y aura des nouveaux MacBook Pro montés en puissance? Alors, les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient être mis à jour au début de l'année 2023. Ça, c'est plus que probable. D'autant plus, effectivement, que TSMC, le partenaire taïwanais qui fabrique les puces, vient de lancer officiellement la production de masse de composants gravés en 3 nanomètres. En sortant des MacBook Pro d'ici quelques semaines ou mois, Apple pourrait bénéficier d'un beau saut en performance et consommation électrique grâce à ce nouveau procédé de fabrication. Donc ça pourrait être intéressant. iPad, est-ce qu'on va avoir une année en creux? Alors, on a eu des rumeurs selon quoi l'iPad géant serait suspendu. Il y avait des rumeurs autour d'un iPad géant. A priori, Apple plancherait plus dessus. L'iPad pliant, honnêtement, c'est pas pour tout de suite. Enfin, je pense pas que ça arrivera en 2023. Est-ce qu'ils vont sortir un dock pour les tablettes? Ça serait un bon move d'Apple en 2023, je pense. Donc, au niveau de tablette, je pense pas qu'on aura un truc où on se dira « Waouh !» Une tablette de 27 pouces. Non, je pense pas qu'on aura ça. Peut-être des upgrades. Peut-être que l'iPad mini passerait en M1. On verra. Alors, les iPhones, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que le SE, normalement, Apple sort pas des SE tous les ans. Ils ont sorti un SE il y a pas si longtemps. À voir. L'iPhone 15, alors là, ça va être le problème. Apple s'est pris encore un four avec son iPhone 14 Plus. Je pense que les autres iPhone 14 se sont bien vendus, mais il y a un modèle qui s'est pas bien vendu, c'est le grand iPhone 14 pas Pro. Et en fait, j'ai résumé pourquoi il s'est pas vendu. Il est grand, il a plus de batterie, mais il est pas Pro. Et je pense que les gens qui veulent plus de batterie, ils veulent tout. Ils sont prêts à s'acheter un iPhone Pro grand, max, pour avoir le total. Mais je suis pas sûr qu'ils achèteront celui qui est moins cher, qui n'a pas les fonctionnalités du Pro, juste pour avoir la plus grosse batterie. Ils se sont plantés. Là encore, on va avoir un des débats de 2022. Je sais que l'iPhone mini est génial et que vous l'adorez. Néanmoins, c'est un échec commercial. C'est un fait. Vous voyez, que vous trouviez l'iPhone mini génial, et je suis le premier à dire l'iPhone mini est génial, que ce soit le 12 ou le 13, mais je ne peux pas nier le fait, et le fait, c'est que ça s'est pas vendu. Vous voyez, entre votre opinion et les faits, il y a souvent un écart. C'est pas parce que vous aimez quelque chose qui va marcher. En fait. Tout le monde aime le mini, mais personne ne l'achète. Ouais. Non, mais ça montre aussi que nous, les technophiles, on est aussi une niche. On représente pas des grands chiffres dans les achats, quoi. C'est un échec pour Apple, n'importe quel autre constructeur aurait très, très heureux des ventes. Oui, mais quand tu produis en série comme Apple, c'est des pertes, en fait.
Donc, ça va être le truc, à mon avis, un des trucs les plus intéressants avec le passage de l'USB-C qu'on espère pour l'iPhone 15, c'est de voir est-ce qu'ils vont revenir à une gamme à 3 avec un iPhone 15, un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 peut-être Ultra, qui sera l'ancien Pro Max. J'espère juste qu'ils vont pas nous mettre des objectifs qu'on retrouvera que sur la grande version. Ça, j'en ai marre de me trimballer avec des planches à saucisson dans les poches. Est-ce qu'ils vont revenir à une Formule 3 ou persister dans une Formule 4 ? Je sais pas. Je serais Tim Cook, mais encore, j'ai pas tous les datas. Je reviendrai à une Formule 3. Et peut-être garder, vraiment me battre plus sur une entrée de gamme Apple compétitive. Le monde est en crise. Je pense qu'un des gros échecs 2022 d'Apple, c'est de ne pas avoir eu de produits d'entrée de gamme. Je sais que ça en fait rire certains, mais Apple, c'est toujours cher. Je regardais mes vidéos, c'est faux. Leur iPad, l'iPhone SE, pondu Apple, était à des prix relativement compétitifs qui pouvaient faire fléchir des gens qui ne veulent pas mettre 1000 € dans un smartphone ou dans une tablette. Et Apple a un peu perdu ces produits-là avec ses augmentations de tarifs et en ne proposant pas un produit compétitif en 2022. Et je pense que Apple a aujourd'hui, en 2023, une carte à jouer. Moi, je trouve ça dommage s'ils ne repropose pas un iPhone SE ou en tout cas une version de l'iPhone Lite avec l'essentiel dedans, sans chichi, à un prix compétitif. À un prix compétitif, Apple, je leur demande pas d'aller se battre sur le terrain des smartphones chinois irréparables et qui sont des je vends et je t'oublie, parce que oui, des smartphones à 300 €, il y en a, mais généralement il y a zéro service d'après-vente derrière et ils sont obsolètes quand même très très rapidement. Donc je veux pas qu'Apple aille sur ce terrain-là, bien évidemment, des smartphones à 300 €, mais que Apple ait au moins une offre qui tiennent la route dans les 700-800 €. L'entrée de gamme, c'est pourtant simple, tu prends le modèle précédent. Personne ne veut acheter le modèle de l'année dernière quand tu achètes du neuf. Ça, c'est une illusion d'ingénieur. Et Apple a fait l'erreur pendant très très longtemps de croire que les gens étaient suffisamment sages pour se dire « Ah, je vais acheter un produit de l'année dernière neuf ». Non, on veut bien acheter un produit de l'année dernière d'occasion, mais quand tu achètes un produit neuf, on veut que ça soit le dernier qui soit sorti. C'est une logique, et moi je suis le premier à avoir cette logique-là. Donc non, de croire que justement il suffit de prendre le modèle de l'année dernière qui vendent toujours pour payer bas prix, ça a jamais fonctionné chez Apple. Et le problème, c'est qu'ils sont un peu en train de revenir à cette stratégie-là qui, à mon avis, d'un point de vue marketing, est une mauvaise stratégie. Clairement. Clairement. Voilà, en tout cas, on verra. Alors, si, quand même, j'ai pas terminé. Les iPhones, on a fait. Les HomePod, alors, on attend effectivement une nouvelle série de grands HomePod. C'est vrai qu'ils sont un peu plantés avec les premiers HomePod qui étaient quand même très très chers, très bons, mais très très cher. Qu'est-ce que Apple pourrait faire là-dessus ? Il y a des rumeurs selon quoi Apple préparerait aussi une sorte d'enceinte connectée à une sorte de tablette sur un bras motorisé, un petit peu comme les iMac tournesol qu'on a connus à une époque. À voir si ça prendrait. Et bien sûr, les AirPods Max 2. Certainement un des produits que j'attends le plus. J'ai pas pris les AirPods Max 1. Je vous ai expliqué dans des vidéos pourquoi. Des AirPods Max 2. Ça dépend les limitations du bestiau. S'il y a certaines limitations qui sautent, genre une prise USB-C, c'est con. Mais moi, la prise Lightning de devoir trimballer juste pour mon casque un fil Lightning, out of the question. Les problèmes de batterie qu'il y avait au début,
sur l'AirPods Max. Son prix, évidemment, c'est quand même un achat où je voulais la perfection. Et le fait que sa connexion filaire n'était pas ce que j'attendais d'une connexion filaire. Moi, j'aimerais, pour moi, le casque, les AirPods 2 Max idéaux. Pour moi, ils fonctionnent comme des AirPods 2 Max en Bluetooth, machin. Je leur demande même pas de faire de la haute résolution en musique. Parce que moi, perso, je m'en fous. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais par contre, je veux que si je les branche sur mon ordinateur, que ça devienne un vrai casque filaire, sans latence, sans consommation de batterie. Je sais pas, trouver une solution chez Apple. Je veux pas le savoir. Là, je serais prêt à mettre le prix. Peut-être. Là, je serais peut-être prêt à mettre le prix sur des AirPods Max. Pour moi. Donc voilà un petit peu tous les produits que pourrait nous présenter Apple et qui pourraient être intéressants, effectivement. Donc une riche année nous attend. Et sur ce, je vous propose qu'on passe directement au Cornfac. Il est déjà 9h20. Résolution de la bonne année. On va essayer quand même de terminer à 9h30 le plus souvent possible. Donc 10 minutes de Cornfac et c'est maintenant. Le Cornfac, c'est le moment où vous pouvez me poser toutes les questions qui vous traversent la tête et je répondrai à certaines. Est-ce qu'il y a déjà eu des questions ? Bonjour, bonne année. J'en profite pour remercier Ed. Ceux qui ont posé des questions, reposez-les, que je puisse les ouais, mais si on doit inonder l'immeuble à chaque fois pour finir à 9h30, ça va être chiant. Ouais, bien joué, Oleg. Ed C47UX, merci pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Babas pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Winnie Sam pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Petit Moutre pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Rémi Néo pour ton 21e mois d'abonnement. Merci Bipascal91 pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Philrine 510 pour ton 12e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs du jour. Vous prévoyez de mettre un filtre anti-pop sur le micro ? Non. Alors ce matin c'est un peu le bordel, mais il suffit de le mettre comme ça celui-là pour pas avoir de pop. Donc pas la peine de mettre un filtre anti-pop. J'ai réécouté les mugs, il y a assez peu de pop. Au début, oui, parce qu'on l'utilisait vraiment en vertical. Enfin, si tu l'utilises comme ça, les plosives, ça peut être un problème. Mais j'ai conseillé à Guillaume et à Marion et à moi-même, on l'utilise comme ça. Donc plus de plosives. 256 ou 512 pour un iPhone Pro Max. Ça dépend si tu fais beaucoup de vidéos ou pas. Si tu fais beaucoup de vidéos, 512. Si tu fais pas beaucoup de vidéos, 256. Ça peut suffire. Je vous souhaite une excellente, plein de bonnes nouvelles. Hein. J'espère que vous continuerez, ou on continuera, t'inquiète pas. Chaîne Twitch, année riche. Merci en tout cas pour vos vœux de bonne année. En quoi un iMac Pro est intéressant pour la team, sachant que vous avez déjà des MacBook Pro. Alors on a un MacBook Pro, c'est un peu le rapport qualité-prix. Un MacBook Pro, tu payes quand même le fait que tout soit miniaturisé. On pourrait mettre plus de RAM, on pourrait avoir un poste plus physique et l'écran serait déjà inclus aussi. Parce bien évidemment, quand on fait du montage, on est obligé d'acheter des écrans externes pour les MacBook Pro. On travaille pas sur le petit écran. Donc en ça, un iMac Pro pourrait être intéressant. Est-ce que tu peux nous dire... Non, je peux toujours pas vous dire pourquoi je suis allé au Japon, mais plus que 2 jours à patienter. Dans 2 jours, vous saurez tout. Dans 2 jours... Est-ce que j'ai le droit de vous dire l'heure ? Je crois que c'est 16h. Dans 2 jours à 16h, vous saurez tout. Je l'ai dit. Quels sont les objectifs de Nowtech pour cette année ? Survivre. En vrai, vraiment. Je vous cacherai pas que financièrement, c'est costaud.
La crise, bah, on se la prend aussi dans la gueule. En plus, maintenant, il y a une inondation. Putain, je vois le parquet, c'est une catastrophe. Non, ouais, survivre. Ouais, c'est aussi simple que ça, survivre pour être là en 2023. Donc on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de vos contributions. Je vais pas vous mentir, on a plus que les sponsors, ça se trouve pas à tous les coins de rue en ce moment. Eux aussi c'est la crise. Donc voilà, les objectifs. Je suis brutal, hein. Et certains vont dire il ne parle que d'argent. Bah ouais, désolé, il en faut pour survivre, payer les salaires et tout ça quoi. Alors, on n'est pas, je suis pas en train de larmoyer en disant donnez-nous, sinon on va mourir. Je vous dis juste que c'est tendu du slip. Voilà. Serrez-vous la ceinture, ça va aller bien serré, t'inquiète. Pour un usage quotidien, éteindre son MacBook Pro ou le mettre en mode veille. C'est un vaste débat. Il y a toujours deux écoles, ceux qui éteignent leurs ordinateurs, ceux qui éteignent jamais leurs ordinateurs, qui les laissent en veille. J'avoue que je suis team en veille. Après, quand je vois ce que consomme quand même un ordinateur en veille, ça fait réfléchir. À voir. Merci Casual Pop, merci Easy pour ton 4e mois d'abonnement, merci Easy Pie pour ton 4e mois d'abonnement, merci aussi. C'est normal que ça plante sur Shadow PC, genre certains jeux te font cracher Windows. Oh, c'est peut-être plus un problème de Windows que de Shadow. À voir ça, Original is Strange. N'oublie pas que Shadow, c'est pas eux qui font Windows et c'est pas eux qui font ta connexion. Alors si ton Windows plante pour certains jeux, déjà, est-ce que t'as bidouillé avec les drivers Nvidia? Est-ce que ça, attention, effectivement, je m'en suis aperçu à mes dépens à une époque. Mais c'est pareil sur un PC physique, quoi. Il faut faire attention avec les drivers. Pas mettre du trop expérimental. Quel écran conseilles-tu pour m'associer avec un MacBook Air M1 ? Alors là, j'ai pas les refs en tête. Hein. Puis alors, je suis pas un spécialiste des écrans. Donc, je vais pas pouvoir te donner... Tu vois, je préfère pas te répondre en te donnant une mauvaise ref ou juste celui qu'on a, quoi. Ça serait pas honnête de ma part. Et puis, ça dépend ce que tu veux faire de ton écran. Tu prends pas le même écran si tu veux faire du jeu vidéo ou de la retouche photo. Faut surtout pas même prendre le même écran. Alors je sais, vous allez me demander, je voudrais un écran qui fait les deux. Ça existe aussi, mais il fera jamais parfaitement les deux. Merci Goldomark pour ton abonnement, 2e mois d'abonnement. Merci Patgus pour ton 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. ChatGPT aurait répondu. Bah vas-y, essaye de lui poser la question. Écoutez, si les camps de fac, vous voulez les faire sur ChatGPT, moi, ça me fait moins de questions auxquelles répondre. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Je ne vais pas vous faire une crise de jalousie. Hein. L'année démarre bien avec une inondation. Claire, c'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, il faut... On ne contrôle pas ce qui nous arrive dans la vie. On contrôle juste la manière d'y réagir. Donc, on va essayer de réagir positivement et efficacement au coup du sort. Voilà, c'est le seul choix qu'on a, de toute façon. Toujours fan de ton Apple Watch Ultra. Ouais, carrément. Toujours au poignet. Et même si je me fais critiquer dessus, bah en fait, je suis toujours fan de l'Apple Watch Ultra. Oui, mon torticolis, il est passé en 2 jours. Mais merci de prendre des infos, Charlet. Faut acheter du savon et faire une... Merde, ça. Et faire une soirée mousse, bien sûr. Très fan du nouveau studio, en tout cas. Bah, il faut pas voir le sol, hein, là. Je suis au milieu d'un parquet gonflé. J'ai joué à Jedi Fallen Order, Battlefront 2, rien bidouillé, driver. Bah tu vois, Battlefront 2, j'y ai joué hier, moi, j'y fais pas planter mon Shadow. Et Jedi Fallen Order, j'y avais joué aussi, et j'ai pas
J'ai pas planté. Donc désolé de te dire, mais je pense que le problème vient pas de Shadow. Et je sais pas ce que t'as fait. Je sais pas, là, honnêtement. Hein. Non, je veux pas vous montrer le parquet, non. De toute façon, vous pourrez rien pour l'inondation. Appelez les assurances et tout ça. Hein. Non, non, il y a juste eu une inondation, comme ça arrive dans des locaux parisiens. Voilà, c'est tout. Tu rebondis, j'agite beaucoup les jambes et encore plus aujourd'hui parce que je suis un peu stressé. Je suis quelqu'un qui tricote des jambes. C'est pour ça que vous me voyez souvent comme ça. Et c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Ça va être chaud de faire chaque problème en son temps. Chaque problème en son temps, ça sert à rien d'anticiper et de. Vous voyez pas que vous êtes en train de me stresser encore plus là? Merci Multima85 pour ton 19e mois d'abonnement. Merci, merci. Ah tiens, vous faites démarrer le train de la hype en fin d'émission. C'est un nouveau concept, ça, 2023. Mais c'est bien. Mon ordi est en train de me lâcher. Je souhaite prendre un nouveau avec la puce M1 Pro. Me conseilles-tu d'attendre la sortie des M2 Pro? Alors, je ne connais visiblement pas Nowtech. Le conseil général pour tout achat tech, détermine ton niveau de besoin et ton niveau d'envie. À quel point tu as besoin d'un nouvel ordinateur et à quel point tu as envie d'un nouvel ordinateur. C'est deux choses différentes. Apprends à faire le tri entre les deux. Si tu as besoin de quelque chose, n'attends pas un processeur qui va arriver plus tard. Un besoin, ça veut dire qu'un objet technologique va te permettre d'accomplir des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Et la vie est trop courte pour attendre, pour remplir des besoins. Si tu as les moyens, évidemment. Donc, si tu as besoin de quelque chose, oublie le processeur qui sort dans 3 mois et tout, achète tout de suite et fais ce que tu as à faire avec ton objet tech. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, si l'achat d'un nouvel ordinateur, c'est plus du registre de l'envie, attends. Pourquoi? Les envies, ça passe. T'as peut-être pas besoin vraiment d'un nouvel ordinateur. Est-ce que t'as vraiment besoin de voir les poils du cul du Witcher avec du ray tracing pour prendre du plaisir à jouer? Faut se poser ces questions-là. Est-ce que t'as pas d'autres achats plus utiles à faire dans ta vie? Voilà, donc, quand t'as juste envie de quelque chose, et de temps en temps, il faut assouvir ses envies aussi, hein, ça fait partie des plaisirs de la vie, mais ça peut attendre un peu. Voilà. C'était ma déclaration 2023. Voilà, nous par exemple, on va probablement avoir besoin plus d'un nouveau parquet que d'un nouvel ordinateur. Qu'est-ce que t'as dit, Olek, que je calcule pas? Hop, 9h30, il y a des trucs à gérer ce matin. Tout à fait raison, Olek. Je vais devoir vous quitter. Il va falloir que j'appelle le proprio, que je gère un peu tous ces problèmes qui nous tombent sur le coin de la gueule. Et bien sûr, ça arrive le jour où on a plein de boulot. Mais c'est la vie. C'est pas grave. C'est la vie. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Allez, demain, vous retrouverez Marion. Alors, je vais voir. Est-ce qu'on va continuer à faire les mugs ici? Bon, il va falloir qu'on prenne des décisions. Normalement, le mug sera demain. Je vais voir avec Marion si elle préfère pas le faire chez nous plutôt que ici, parce qu'il est possible qu'on doive débrancher un certain nombre de trucs. Je vous cacherai pas que j'ai pris un certain risque en rebranchant. Alors rien n'était humide, mais j'imagine que l'eau est en train de remonter dans les murs, donc c'est pas génial le système électrique. Je vais à la fin de ce mug tout couper. On vous tient au courant de toute façon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On va faire un raid, bien évidemment, pour terminer correctement l'émission. On va faire un petit raid.
Un petit raid, chez Pépipin, chez Pépipin, un petit raid chez Pépipin pour bien commencer l'année en dessin. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve normalement mercredi. Demain, c'est Marion. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde!